Merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation. Le titre de la présentation est un tout petit peu ambitieux. Je vais vous présenter quelques exemples de ce qu'on peut faire en France avec les big data et peut-être vous donner envie de vous y mettre aussi sur ces grosses bases de données qui existent aujourd'hui en France. Alors avant de commencer, peut-être, ça peut paraître évident à certains, les big data, on en entend beaucoup parler depuis quelques années. C'est un terme qui finalement est pas si vieux, puisque au moins dans la santé, il est apparu en 2008 seulement dans Nature pour la première fois. Et pour beaucoup, les big data, ça se résume à beaucoup de données et juste à une question de volume de données. Mais en fait, les big data, c'est un tout petit peu plus que ça. Et avant que le terme de big data n'apparaisse, eh bien, il y avait un concept qui était le concept des 3 V, qui a permis de caractériser un petit peu plus finement ce que sont les big data. Alors, les big data, il y a bien sûr la question du volume. C'est une grande quantité de données. Mais il y a aussi la variété des données. Et les données peuvent venir peuvent être de différentes natures, peuvent venir de différentes sources, elles peuvent être structurées ou non structurées, elles peuvent être individuelles ou contextuelles. Tout ça, rassemblé dans une base de données, ça peut définir aussi les big data. Et puis il y a la vélocité, c'est finalement la capacité qu'on a aujourd'hui à traiter ces données de manière rapide et des fois quasi en temps réel. On l'a vu notamment au moment de la crise du Covid. Alors, je ne vais pas vous parler de toutes les big data en France. Je vais me concentrer sur une source de données qu'on peut considérer comme big data. C'est le système national des données de santé, qui est la base de données de l'assurance maladie et qui contient pour tous les Français assurés sociaux en France, eh bien, un certain nombre de données qui sont collectées à chaque fois que quelqu'un va passer sa carte vitale à un endroit. Eh bien, ça crée une ligne dans la base de données et on récupère une quantité importante d'informations. Alors, ces informations, elles sont de plusieurs natures. Il y a des informations socio-démographiques avec la date de naissance, le régime d'affiliation, et puis il y a énormément d'autres informations comme la commune de résidence, comme le niveau de défaveur sociale de la commune de résidence des patients. Et puis on a toutes les dates de toutes les consultations que les gens vont faire. Donc quelqu'un va chez le kiné, on a la date de consultation chez le médecin généraliste, chez le neurologue, chez l'orthophoniste. Tout ça, à chaque fois, crée une ligne dans la base de données. On a aussi tous les actes qui sont générés, tous les actes biologiques. Alors on a la date, on sait si la personne a fait une glycémie. Par contre, on n'a pas le résultat de ce dosage. Donc on a une information qui n'est pas complète, mais on a une information. On sait si la personne a une ALD, on sait si la personne décède à quelle date, on sait de quoi elle est décédée. Donc vous voyez que pour toutes les personnes finalement affiliées à un régime de sécurité sociale, eh bien, on a une base qui s'incrémente au fur et à mesure de la vie. On a également toutes les délivrances de médicaments, donc on sait, de médicaments remboursés. Donc on sait quand quelqu'un va chercher son médicament à la pharmacie, on a une ligne qui se crée, on a le médicament, la dose dans cette base de données. Cette base de données, elle est couplée avec toutes les informations hospitalières. Donc, on récupère également tous les diagnostics qui sont faits à l'hôpital. On a les différentes unités médicales qui sont traversées par le patient et tous les actes qui sont pratiqués. Donc, vous voyez que cette base de données offre un certain nombre de possibilités pour essayer de décrire un petit peu l'épidémiologie, la prise en charge des AVC en France. Alors, dans l'épidémiologie de l'AVC en France, on a d'autres sources de données et on a notamment les registres populationnels
Et il y a un registre à Dijon qui a assez récemment mis en évidence une augmentation de l'AVC ischémique chez les adultes jeunes. Alors jeunes, c'est moins de 50 ans. Et donc, au niveau de la ville de Dijon, il a été observé cette augmentation. Et grâce au big data, donc grâce à cette base du SNDS, on a pu aller regarder ce qui se passait sur l'ensemble du territoire français. Et on a pu mettre en évidence que, donc, en France, au global, en une année, on avait à peu près 110 000 AVC qui survenaient. Et quand on regardait l'évolution au cours du temps de la survenue de l'AVC, eh bien, on observait, comme dans le registre de Dijon, sur tout le territoire, des augmentations importantes de l'incidence des AVC hospitalisés, avec des augmentations qui concernaient tous les adultes, finalement, jusqu'à 74 ans, et plutôt une baisse de l'incidence chez les patients plus âgés. Donc, pour faire cette étude, on est parti de tous les AVC hospitalisés. Alors, ce n'est pas la totalité des AVC. Il y a des AVC qui ne sont pas captés par la base de données parce que les patients sont très âgés et restent institutionnalisés parce que le bénéfice de l'hospitalisation n'est pas forcément démontré, ou des gens qui décèdent à domicile, donc on ne peut pas enregistrer dans la base de données. Mais pour l'AVC, eh bien, finalement, les hospitalisations, ça représente la quasi-totalité des événements qui surviennent. Donc on peut les suivre, ces événements, dans le temps et dans l'espace, grâce à ces big data. Alors, on a ensuite reproduit l'analyse un petit peu plus récemment, et sur des années plus récentes, vous voyez entre 2008 et 2019, eh bien, on continue d'observer cette hausse de l'incidence de l'AVC ischémique chez les patients de moins de 74 ans, et plutôt une baisse chez les patients les plus âgés. Alors, je vous l'ai dit, ces bases de données, elles sont aussi réactives, et elles ont permis, pendant la crise Covid, de suivre ce qui s'est passé à l'hôpital pendant les semaines du Covid, et notamment pendant les premières semaines de 2020, qui sont représentées ici sur ce graphique, où vous avez l'incidence qui est représentée, l'incidence en 2020 des AVC, par rapport aux années 2017 à 2019, donc par rapport aux années précédentes. Et ce qu'on a pu observer, alors vous voyez à partir de la semaine 10, c'était le confinement en France qui a commencé, eh bien vous voyez qu'à l'hôpital, il y a eu beaucoup moins de patients qui sont venus et qui ont été hospitalisés pour un AVC, pendant toute la période de confinement, avec des baisses de près de 30% des volumes de personnes hospitalisées pendant le Covid. Alors, on a également observé d'autres éléments pendant cette crise Covid. Vous avez toujours là les semaines de 2020. Et vous voyez que la durée moyenne du séjour en 2020, que vous avez en pointillé, eh bien, elle était très inférieure à celle qui a été observée les autres années, de 2017 à 2019. Avec une baisse qui est restée très durable, avec des patients donc, qui sont hospitalisés moins longtemps pendant la crise Covid. On a également eu plus d'admissions en UNV, vous le voyez sur le graphique B de droite, pendant quelques semaines au début du confinement, qui est probablement en lien avec la baisse qu'on a observée. Il y avait moins de patients, donc finalement on a pu en accueillir peut-être un peu plus en UNV. Et de manière un peu moins optimiste, eh bien, on a observé pendant les 2 premières semaines du confinement une hausse de la mortalité hospitalière et une hausse de la mortalité à 30 jours des AVC qui ont été admis à l'hôpital. Alors, je vous l'ai dit, cette base de données, elle permet de suivre dans le temps les AVC. Elle permet aussi de décrire dans l'espace, finalement, ce qu'on observe sur l'incidence de l'AVC.
hospitalisés. Et vous voyez ici une carte du taux standardisé. Donc standardisé, c'est on a pris en compte l'âge. On s'est mis finalement à âge égal dans toutes les régions. On a regardé où l'incidence en France était la plus élevée pour l'AVC. L'avantage, c'est qu'on a tous les cas d'AVC, ou quasiment. Donc c'est assez facile de décrire en fonction des régions, des départements, et puis on peut descendre même à des niveaux géographiques un peu plus fins, l'épidémiologie de l'AVC en France. Et donc vous voyez qu'il y a des zones très foncées qui correspondent à des zones où l'incidence est plus haute, et c'est notamment le cas du nord de la France, de la Bretagne, des Drômes, et puis de la région sud-ouest. Cette incidence, elle reflète une inégale répartition des facteurs de risque de l'AVC, avec plus de facteurs de risque d'AVC, plus de facteurs de risque cardiovasculaire, notamment dans le nord et dans les Drômes. Et puis, ça peut refléter aussi des disparités socio-économiques, avec, pour certains départements plus pauvres, une incidence qui est plus élevée de l'AVC. Alors on peut décrire l'incidence, on peut aussi décrire la létalité post-AVC, notamment la létalité à 30 jours. On peut le faire parce que, je vous l'ai dit, on a tous les AVC, mais on a aussi le statut vital des gens. Donc on peut suivre les gens dans cette base de données, et donc on peut les suivre de manière passive pendant la durée qu'on veut. Et donc là, on s'est placé 30 jours après l'hospitalisation et on est allé regarder si les patients étaient vivants ou décédés. Alors, ils ne sont pas forcément décédés de leur AVC à 30 jours, ça peut être d'une autre cause. En tout cas, c'est leur statut à 30 jours. Et ce qu'on observe, c'est que cette létalité, de la même manière que l'incidence, n'est pas répartie équitablement sur le territoire en France, et qu'on a des zones où la létalité à 30 jours est beaucoup plus importante qu'à d'autres endroits. Donc ces données, elles sont descriptives. On n'a pas tous les paramètres dans la base de données pour expliquer ces variations, mais ça peut fournir des pistes pour aller creuser dans les départements où la létalité est la plus élevée. Quelles sont les raisons qui font qu'on observe ce pattern? On a notamment essayé de regarder différents paramètres liés à l'AVC au moment de la prise en charge qu'on avait dans la base de données, mais aussi des paramètres de disponibilité de lits en UNV ou de lits en SSR. Et on a essayé de corréler tout ça. Alors on n'explique pas toutes les disparités, mais ça fournit quelques éléments pour orienter les politiques publiques. Alors l'autre avantage de cette base de données, c'est le volume. Et le volume, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet aussi d'aller décrire dans des sous-populations où l'incidence de l'AVC est faible. Eh bien, ça nous permet de décrire l'incidence dans ces sous-populations. On a fait un travail chez la femme enceinte et donc on a constitué dans cette base de données une énorme cohorte de femmes enceintes. On a récupéré tous les accouchements des femmes entre 2010 et 2018. Donc on avait près de 7 millions d'accouchements dans cette base de données. Alors 6 millions là, on l'a augmenté un petit peu depuis, 6 millions d'accouchements et on a supprimé toutes les femmes qui avaient des antécédents d'AVC dans cette cohorte. Et puis on a regardé ce qui s'était passé pendant la grossesse et si elles avaient eu un AVC pendant la grossesse. Et donc vous voyez que sur ces 6 millions de femmes, on a récupéré 1262 AVC. Donc on comprend bien ici tout l'intérêt de ces données. Il faut des volumes énormes pour pouvoir avoir suffisamment d'événements pour aller estimer l'incidence de l'AVC. Le risque absolu pendant la grossesse reste faible, néanmoins il existe, vous le voyez, il y a 1200 cas entre 2010 et 2018. Et donc on a trouvé une incidence de l'AVC de la grossesse de 24 pour 100 000, ce qui fait à peu près un AVC pour 5000 grossesses. C'est des données qu'on n'avait pas en France et qui existent assez peu dans les autres pays à cause de ce manque de puissance pour pouvoir mettre en évidence ces événements.
Alors, qu'est-ce qu'on a appris d'autre en regardant ces événements, ces 1200 AVC? Eh bien, on a vu qu'il y avait une proportion d'ischémique, d'hémorragique et de thrombose veineuse cérébrale qui est très différente de ce qu'on observe classiquement dans la population AVC, qui est beaucoup plus âgée en France. Et on avait 42% d'événements ischémiques, à peu près autant d'événements hémorragiques avec des parts identiques d'hémorragie intracérébrale ou subarachnoïdienne, et puis 17% de thrombose veineuse cérébrale, ce qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on observe habituellement en population. Alors, la question qu'on s'est demandé, c'est finalement, est-ce que la grossesse constitue un facteur de risque ou pas d'AVC? Et donc, comme dans la base de données, on a toutes les femmes françaises, eh bien, on est allé voir toutes les femmes françaises non enceintes du même âge, et on a comparé l'incidence avec l'incidence qu'on avait observée pendant la grossesse. Et on s'est rendu compte que pour l'AVC ischémique, finalement, l'incidence était la même chez des femmes en âge de procréer, qu'on soit enceinte ou pas enceinte. Il n'y a pas de surincidence de faire un événement ischémique. Par contre, il y avait un risque multiplié par 1,4 de faire une hémorragie et un risque multiplié par 8 de faire une thrombose veineuse cérébrale. Alors, on est allé regarder les caractéristiques de ces femmes qui présentaient, alors de manière assez attendue, des facteurs de risque cardiovasculaire, mais également, c'était des femmes qui faisaient des désordres hypertensifs de la grossesse, des prééclampsies et de l'hypertension gestationnelle pour beaucoup. Alors, ces bases de données, elles permettent également de mettre en évidence de nouveaux facteurs de risque. Je reste dans le contexte de la grossesse. Ces femmes enceintes qu'on a identifiées, on les a suivies dans le temps, au-delà de leur grossesse. Et on s'est intéressé aux femmes qui avaient fait une prééclampsie pendant la grossesse et on les a suivies pour voir si elles faisaient plus d'événements cardiovasculaires, puisque ça avait été décrit avec des suivis très longs de plusieurs dizaines d'années. Nous, on a regardé à court et moyen terme après la grossesse, est-ce que finalement ces femmes faisaient plus d'événements cardiovasculaires et plus d'AVC? Eh bien, la réponse est oui, elles font à peu près 2 ou 3 fois plus d'AVC que des femmes qui n'ont pas eu de prééclampsie. Et puis on voit qu'il y avait des variations en fonction du type de prééclampsie, avec un risque beaucoup plus élevé d'AVC chez des femmes qui avaient des prééclampsies précoces ou associées à des petits poids pour l'âge gestationnel, ou des prééclampsies sévères. Et donc ça nous a permis de raffiner un petit peu ce qui avait été un peu décrit dans la littérature sur le lien entre prééclampsie et AVC. Et ça nous a permis de mettre en évidence un nouveau, entre guillemets, facteur de risque d'AVC, donc grâce à ces big data. Alors vous avez ici un autre exemple de travail plus de pharmacovigilance, qui est un travail réalisé par une équipe bordelaise de pharmaco. C'est un article qui est paru dans le BMJ il y a 2 ans, je crois, et qui mettait en évidence un risque d'AVC ischémique accru chez des patients qui prenaient des antiémétiques. Et donc, ces bases de données qui ont l'intégralité des délivrances de traitements en pharmacie et l'intégralité des événements, eh bien, elles permettent aussi de faire de la pharmacovigilance. Et de temps en temps, alors avec une causalité qui n'est pas démontrée dans ce papier, hein, qui est discutée, avec la possibilité finalement que les antinauséeux qui aient été pris l'aient été pour des symptômes précoces de l'AVC. Donc tout ça est discuté dans le papier, mais on voit que ça peut permettre de temps en temps de faire un signal de pharmacovigilance. Un autre intérêt, c'est la prise en charge vie réelle. On a beaucoup de données d'essais thérapeutiques dans le champ de l'AVC, mais finalement, entre les données des essais, les recommandations, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la vie réelle avec les traitements, avec la prise en charge? Eh bien, ces bases de données permettent d'y répondre. On essaye depuis quelques années de regarder l'évolution donc, des patients thrombolysés pendant un AVC et les patients thrombectomisés, et on suit l'évolution au cours du temps.
Et vous voyez ici, alors dans la base de données, la thrombolyse ne remonte de manière à peu près efficace que depuis 2012. Mais on voit les évolutions de ces prises en charge et les volumes de ces prises en charge qu'on a du mal à apprécier des fois au niveau d'un établissement ou d'un service spécifique. Donc vous avez ici un autre exemple de données en vie réelle. On est ici chez des patients qui ont eu un AVC et on regarde eh bien, s'ils vont chercher leur traitement antihypertenseur à l'issue de l'AVC et leur traitement hypolipémiant. Et vous avez ici des courbes de patients qui arrêtent leur traitement plus de 90 jours. Donc on considère qu'ils ont interrompu leur traitement. Et vous voyez qu'à 8 ans, on a 29% des patients qui ont interrompu leur traitement antihypertenseur après un AVC et plus de 50% leur traitement hypolipémiant. Et si vous regardez le tableau d'en dessous, vous avez des chiffres d'observance et vous voyez que l'observance, alors qui est ici définie comme une proportion de jours couverts par un traitement, puisqu'on a le nombre de comprimés délivrés et la fréquence, on peut savoir combien de comprimés ont les gens et on peut le rapporter au nombre de jours. Et on voit que l'observance après un AVC au traitement antihypertenseur, eh bien, elle était de 84%, avec une observance supérieure chez ceux qui étaient traités déjà avant l'événement. Elle était de 70% pour ceux qui étaient nouvellement traités au moment de l'AVC. Et puis, pour les traitements hypolipémiants, des résultats qui sont moins bons, avec 68% d'observance et une persistance, vous l'avez vu sur les courbes, qui est beaucoup plus faible. Et alors, je vais passer rapidement sur ce travail. Donc, chez les femmes enceintes, on avait quelques événements. On s'est intéressé à la prise en charge de l'AVC chez la femme enceinte. Les femmes enceintes, vous le savez, sont rarement incluses dans des essais thérapeutiques. Et donc la thrombolyse ou la thrombectomie, mais souvent les praticiens ne savent pas trop s'ils peuvent y aller ou pas. Et donc on a mis en évidence dans cette étude, sur des données, alors qu'il reste des données observationnelles, que la fréquence de la revascularisation était la même chez la femme enceinte en France que chez la femme non enceinte, et qu'il n'y avait pas de différence ni de caractéristiques, ni de complications, ni de taux de récidive, ni de survie. C'était plutôt rassurant. Je vais passer rapidement sur l'évolution de la prise en charge en UNV en France, qui est aussi possible avec ces bases de données. Les inégalités territoriales du parcours de soins, qui peuvent être de la même manière mises en évidence avec ces données. Avec, vous voyez, des méthodes qui peuvent être beaucoup plus performantes. Et je vais finir en vous disant que les big data, on en est vraiment au tout début de l'histoire. Je vous montre ici les résultats faits à partir d'une base de données avec des méthodes assez conventionnelles en épidémiologie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de données qui existent. Il y a des outils de santé connectée qui se développent, qui génèrent des masses de données. Il y a des données cliniques dans les hôpitaux, dans les services. Il y a des études cliniques. Tout ça, aujourd'hui, génère des données qui sont de plus en plus complémentaires et qu'on arrive de plus en plus à apparier les unes avec les autres pour finalement essayer de cerner au mieux, avec la meilleure puissance statistique possible, eh bien le patient et son contexte pour essayer de décrire au mieux ces AVC en France. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. On n'a pas le temps, mais on peut prendre une question. Bon, ça va nous permettre de rattraper un petit peu de retard. Merci beaucoup, c'était passionnant. Ah, pardon. Juste, est-ce que vous avez l'intention de travailler sur l'AVC de l'enfant? Parce que finalement, on sait quand même très peu de choses sur les AVC du nourrisson, un peu plus grand, ado. Oui, c'est envisagé?
C'est envisagé, ça fait partie des sous-populations dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de données en France. Philippe Tupin de l'assurance maladie avait fait un travail qu'on va réactualiser. On a travaillé pendant le Covid sur l'AVC de l'enfant et les infections avec l'hypothèse infectieuse de l'AVC de l'enfant. On s'était dit que pendant le Covid, avec les gestes barrières, moins d'infections, possiblement moins d'AVC, donc c'est quelque chose qu'on a regardé et qui est en cours de publication. Sur les volumes d'AVC chez l'enfant, oui, ça normalement va être mis à jour l'année prochaine.